Merci. Infiniment. Merde, oui. C'est difficile. Pourquoi je peux dire merde? Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Oh, bon. D'abord, pardon de ce petit retard. En tout cas, on est vraiment content que cette salle soit pleine pour cet hommage extraordinaire à un acteur extraordinaire qui, je trouve, n'a pas d'hommage de manière régulière, et c'est dommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons envie de faire une belle séance avec ce film dont nous allons vous parler dans quelques minutes. Alors, cet homme extraordinaire, à la carrure et à la chevelure impressionnante, a une longue histoire, avec une longue carrière, avec plus de 130 films, dont certains sont aujourd'hui des films cultes. Les 12 salopards, 1900, MASH, Une saison blanche et sèche, Casanova, bien sûr, JFK, Des gens comme les autres, et Clout, que vous allez découvrir ou redécouvrir ce soir. Jane Fonda était d'ailleurs à l'époque à ses côtés dans ce film de Alan Pakula de 1971. Notre invité fait partie de cette génération d'acteurs extraordinairement emblématiques qui marquent par sa seule présence et dégage une force incroyable. Quand on le rencontre pour la première fois, je peux vous dire qu'on ne l'oublie jamais. Il sera présent après la projection pour discuter avec vous, et Frédéric Mitterrand ce soir lui remettra la médaille de commandeur des arts et lettres. Je voudrais, avant que vous renouveliez vos applaudissements, appeler à mes côtés nos deux présidents, Lambert Wilson et Michael Madsen, s'il vous plaît. Moi, je suis ravi d'être entouré. I'd like to be sharing the stage with Donald. Is a wonderful actor. I've watched him over many years and never had the opportunity to work with him. But I'll tell you a short story. 26 years ago, I was pumping gas in a gas station in Beverly Hills, and Donald came in, and I was taking care of his car. I had temporary control of his car keys, and there was there was a small baseball glove on the key ring, and I always remembered that, and I haven't seen him since then, actually, until this evening, and I was curious to ask him if he remembered meeting me, and he did not. I don't think he remembered me, but he remembered the baseball glove, the key ring. He's a wonderful gentleman, and I want congratulations, Donald. God bless you. Alors, pour ceux qui n'auraient pas tout compris, vous avez compris d'abord c'est un immense honneur pour Michael que de partager cette scène avec Donald Sutherland. Et il avait juste une petite anecdote, il y a 26 ans, il travaillait dans une station-service à Beverly Hills et il s'est occupé de la voiture de Donald Sutherland. Et donc pendant quelques secondes, il avait en son pouvoir les clés de la voiture. Et il a remarqué que le porte-clés, eh bien, c'était un gant de baseball. Et à ce jour, il s'en souvient. Alors, lorsqu'il a revu Donald Sutherland, qu'il n'avait pas revu donc depuis toutes ces années, évidemment, il lui a demandé « Est-ce que tu te souviens ?» Alors, Donald ne se souvenait peut-être pas de Michael, mais il se souvenait très bien, en tout cas, de son porte-clés avec le gant de baseball. Donc, c'est un grand honneur, dit Michael, et une grande joie que de retrouver ce gentleman et ce grand acteur aujourd'hui, ici, à Paris, parmi vous. Un journaliste vient de me demander quel est le film qui m'avait le plus marqué de la carrière de Donald. Et en fait, c'était une question qui était difficile à laquelle répondre parce que j'ai l'impression d'avoir vécu les 40 dernières années, et particulièrement ma vie d'acteur, avec les films de Donald. Il y en avait trop, c'était vraiment... Donc c'est une présence dans nos vies qui est permanente. Ça, c'est un point. L'autre point, ce pourquoi je voudrais le remercier, c'est qu'il fait partie des acteurs très rares qui se transforment de film en film. Moi, ce sont
mes modèles, les acteurs qui font ça. Car quand vous étudiez la filmographie de Donald Sutherland, vous vous rendez compte qu'il est toujours différent de film en film. Et ça, c'est une politesse extraordinaire qui nous rend de se montrer à chaque fois complètement différent. Donc, thank you very much, Tom. On se retrouve tout à l'heure avec Donald Sutherland. La copie que vous allez voir est une copie. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir à nouveau Donald Sutherland, qui arrive sur cette scène après un film, comme vous savez, de l'immense Alan Parker. Bonsoir. Bonsoir, je suis Béatrice. Bonsoir. Oh. Yeah. Non. Ça c'est à peu près 43 ans. Bon. Alors, on parle en anglais peut-être, et je vais vous traduire, on parle en français. Est-ce que ça marche, ce micro? Oui. Voilà, donc on parle en français? Je vais Parfait. essayer. Parfait. Voilà, donc voilà. Ça c'est tout. Alors, Donald, vous venez de dire d'abord merci d'abord d'être avec nous, Donald Sutherland, car je sais que la France représente, je crois, vous avez un lien, je crois, tout à fait spécial, affectif avec notre pays. Donc merci d'être avec nous à ce festival des Champs-Élysées Film Festival. Est-ce que, lorsque vous êtes en France, déjà à chaque fois, avant de parler cinéma, avant d'évoquer Clout, est-ce que vous avez un sentiment tout à fait particulier? Pour la France? Oui. Ah oui, sûrement pour le fromage. non, pour la vie en France. Parce que vous savez que dans les États-Unis, ils parlent tout le temps de les family values. Ils sont faits. Parce que c'est vraiment... c'est Paul Krugman, l'économiste, qui dit toujours le meilleur exemple pour un pays avec les values pour la famille, c'est la France. C'est ici. Parce qu'ici, on ne peut pas faire le shopping le dimanche parce qu'on fait le dimanche avec la famille. On a les vacances dans le mois d'août avec la famille. On a un système de santé, oui, que c'est vraiment formidable, incroyable. Les médecins sont les meilleurs du monde. C'est dommage qu'ils ont besoin d'arrêter leur travail à l'âge de 60 ans parce que... non, c'est vrai, parce qu'ils sont dans leur meilleure place et ils ne peuvent plus travailler. Et c'est comme ça, ils vont dans les États-Unis pour faire la recherche et des choses comme ça. Mais ils sont vraiment mieux de laisser eu la chance de travailler ici parce qu'ils sont les meilleurs. Et le système de santé est le meilleur. Le système d'éducation, c'est le meilleur. C'est un pays incroyable. Et vous êtes vraiment chanceux d'habiter ici. Non, je vous dire, c'est exceptionnel. Et je l'aime, à la folie. À la folie. Alors vous disiez il y a quelques instants que vous n'aviez pas vu ce film depuis près de 45 ans, puisque c'est un film de 71, et certains, je suis sûre, d'entre vous viennent de le découvrir. Moi je voulais savoir quelle était la première fois que vous avez vu Clout, la première fois que Alan Pakula vous l'a montré. Quel a été votre Le film? Oui. Oh non, j'ai pas vu avec Alan. Il était mort avant que j'ai vu non, le mais film. quand vous l'avez tourné, vous avez vu le film pour la première fois. Non, mais je ne comprends pas. Quand vous avez vu le film pour la première fois, les Rush, bien sûr. Ah, oui, ça, que ressentiez-vous lorsque vous regardez tellement le film est fort? Et vous savez, parce qu'on était là, Jane et moi, elle était fabuleuse, et elle était vraiment exceptionnelle. Le rôle qu'elle a joué dans cette film, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Voilà.
on est là le matin, à 8 heures, chaque matin. On fait une répétition avec Gordy Willis, qui était le gars pour faire l'éclairage. Et il est exceptionnel. Mais il fait beaucoup de choses avec le chiaroscuro, dans le noir, hein, comme vous avez vu. Et souvent, on fait une scène, Jane et moi, et l'objectif est là, sur les pieds, et quelquefois l'oreille. Ce n'est pas quelque chose, moi toujours c'est ça. Non, pas avec Gordy, ni avec Alan. Et ils ont fait un film exceptionnel, mais pour voir les rushs, ça c'est le film, on fait le film et avec on fait plus maintenant avec le digital, mais avec le 35 mm, on fait le jour, et le soir après, on a l'opportunité, la chance de voir qu'est-ce qu'on a fait le jour avant. Et moi, toujours, ça c'est bon, parce que c'est bon ou pas bon, mais c'est qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est après il fait le montage, après il fait le film, ça c'est une autre chose. Parce que ça c'est plus votre caractère, mon caractère, c'est le caractère, c'est le rôle, c'est le club de Alan Pakula, et le club de Andy et Dave Lewis, et aussi le club de Gordy Willis. Mais c'est sûrement le club de moi, mais ce n'est pas le club qui était, quand je jouais le rôle, dans mon cœur et dans mon corps. Mais moi, j'ai toujours eu un problème de voir ça. Et comme ça, j'ai pas vu Francine, ma femme. Elle a dit quand on a vu le film ensemble, mais c'était peut-être il y a 20 ans, peut-être. Mais j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'est très bon, cette film. Il y a un point, je fais ah! Et Charles Chaffee, il est un acteur normalement dans le théâtre dans les États-Unis. Il est vraiment bon. Roy Scheider, il est mort maintenant, mais et j'ai essayé de voir Sylvester, mais j'ai pas vu. Non, mais est-ce que je vous dis une petite histoire? Parce que dans 1976, j'ai donné un Oscar, quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est l'année que Rocky a gagné beaucoup de prix. Mais pas Sylvester, il n'était pas nominé. Mais moi, je veux dire les félicitations à lui. Et j'ai dit, je suis tellement, c'est bon, qu'est-ce que vous avez fait? Et il a dit, ça je dois dire en anglais, il a dit, you don't remember me? Et moi j'ai dit, non. Et il a dit, j'étais une figuration dans Clout. Moi j'ai dit, bon, ok. Mais, dans les années 90, j'étais dans la maison de Michael Ovitz, qui est le tête de CIA, qui est l'agence pour les acteurs. Il est le représentatif, qu'est-ce que c'est? C'est l'agence de Sylvester Stallone. Et j'étais chez lui avec mon ami Ron Meyer, qui était mon agence, et qui était le partenaire avec Michael Ovitz. Et Sylvester était là. Et il est complètement en blanc. C'était un petit peu comme il est sur un dais ou quelque chose. Et Ron Meyer a dit à Sylvester, est-ce que vous connaissez Donald Sutherland? Il a dit, non, je crois qu'on n'a pas rencontré. Moi j'ai dit, mais vous êtes en Clout. Et lui, il a dit, vous le souvenez? Moi j'ai dit oui, sans question. Vous venez d'évoquer plusieurs souvenirs, certains sur Clout, d'autres des années après avec Sylvester Stallone et autres. Et notre coprésident Lambert Wilson disait l'autre jour, lorsqu'il a déclaré ce festival ouvert, il a dit, voilà, moi ma première émotion au cinéma, c'est lorsque mon père m'a emmené voir sur les Champs-Élysées, j'avais 13 ans,
l'avant-première des Trois Mousquetaires. Et mon amour du cinéma est né ce jour-là, lorsque j'avais 13 ans, sur les Champs-Élysées. Et j'avais envie de vous demander, à vous, Donald Sutherland, quelle a été votre première émotion au cinéma? Quel est le film ou quels sont les films qui vous ont donné envie d'être l'acteur que vous êtes devenu? Ah, il n'y a rien qui a donné ça, ça c'est venu de l'intérieur de moi, ce n'est pas quelque chose dans l'extérieur qui dit « Ok, vous avez besoin ». Non, jamais. Et j'ai jamais pensé que je peux faire le film. Mais le premier film que j'ai vu, c'était The Great Expectations. C'est un film de David Lean dans l'année 45-46. Et il y a un rôle de Magwitch dans le film. Et c'est un moment, il est venu de derrière d'un cercueil. Moi, j'ai crié et j'étais dans les genoux de ma mère pour tout le reste du film. Et c'est le premier film que j'ai vu. Mais d'avoir vraiment l'amour pour le cinéma, j'étais en université, j'étais dans une petite ville en Nouvelle-Écosse. On n'a pas le théâtre, mais on a une cinéma avec un film 2 fois par semaine, je crois. Et, mais à Toronto, où j'ai fait l'université, une après-midi, j'ai vu La Strada de Federico Fellini, avec la musique de Nino Rota et les costumes de Donati. C'était... Moi, je suis je suis sorti de le cinéma comme ça, et j'ai tombé en amour de le film. J'ai dit, ok, je vais, parce que c'est pas même le fin de l'après-midi, je vais aller voir un autre film, parce qu'il y a 2 cinémas à côté. Et j'ai entré dans l'autre, je n'ai pas su qu'est-ce que c'est le film, mais c'était Paths of Glory, de Kirk Douglas et Stanley Kubrick. Et je suis sorti de ce cinéma, fâché avec le monde. J'ai pris les petites roches dans la rue, j'ai tiré comme... Et ça a changé ma vie. Les 2 films, ça a changé ma vie. Je n'ai jamais pensé que je peux rencontrer Fellini, jamais de ma vie. Mais enfin, j'ai passé... Oui, et toi aussi. Non, mais moi j'ai eu beaucoup d'enfants et je connais le... J'ai passé 13 mois avec Fellini. Les premières 5 semaines, c'était le pur de ma vie. Mais les autres 12 mois, c'était une merveille. C'était vraiment une merveille. C'était fabuleux. D'ailleurs, vous avez dit de Fellini, puisque évidemment, dans Casanova, effectivement, vous aviez dit qu'au début, c'était une torture presque, mais qu'à la fin, vous n'aviez qu'une envie, c'était de lui faire plaisir. Et qu'encore aujourd'hui, vous rêviez parfois de Fellini. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez faire un service pour moi? Si vous mettez le micro là, je peux comprendre qu'est-ce que vous dites. Alors, pas trop près de... comme ça. Oui, c'est parfait pour moi parce que moi j'enlève mes trucs de mes oreilles. Alors voilà. C'est mon âge. Alors en parlant de Fellini, oui. vous avez dit justement que les premières semaines de tournage c'était une 5 torture, semaines. ou 5 semaines, Oui. mais qu'ensuite vous n'aviez qu'une envie, c'était de lui faire plaisir, et qu'encore aujourd'hui, Fellini était dans vos rêves. Oh my God, oui. Non, c'est incroyable. Parce que c'était comme un amour, comme d'être en amour. Les premières 5 semaines étaient tellement difficiles. Et j'ai pensé, Francine, pour dire, j'ai pensé, mais il y a un jour, j'ai aucune idée que c'est pas, un jour, il n'a plus besoin de dire rien. On était ensemble, on a dansé, comme moi j'étais avec ma mère dans ses premiers films, lui, il est sur mes genoux pour faire la direction de Casanova quand je suis dans le tournage. C'était une rêve. Et la même chose avec Bertolucci. Bon, est-ce que vous avez des questions? Alors justement, voilà.
Question à la salle, s'il y en a. Et Question, c'était Anne Roth qui a fait le costume. C'est formidable, ce coup. question, oui, une ici. Madame. Souvenez-vous de l'épisode de Simon Templar, Le Saint, avec Roger Moore, Les immigrants? Moi, j'ai fait deux choses avec Roger Moore. J'ai fait deux petites trucs sur la télévision, mais oh my God, c'est tout fois dans ma vie que j'ai fait ça. J'ai pensé que je peux faire le truc comme un casque d'or, mais je ne peux pas. Parce que, non, j'étais supposé de faire comme ça. Et c'était moi qui ai cassé le nez de Roger Moore. C'est souvent, hein. Moi j'étais à Paris. Et j'ai joué c'était le film Start the Revolution. Voilà. J'ai eu un truc avec une épée. J'ai fait comme ça. Il y a le sang. Le blood. Comment on dit le blood? Le sang. Et le gars est tombé dans le sang. Dans le fleuve. Bon. Oui, je me souviens. Je me souviens. Qu'il y a d'autres questions? Je vois le micro là-bas. Bonsoir. Alors, moi, j'ai deux questions. D'abord, Vous pouvez avoir une. Bien. Que faites-vous Non, maintenant? c'est une blague. Alors, merci. J'aurais voulu savoir quels sont vos goûts cinématographiques. Nous sommes ici au Festival de cinéma indépendant. J'aurais voulu savoir quels sont les films qui vous font rêver, qu'est-ce que vous aimez au cinéma, quel genre. Et deuxième, quelle est votre actualité cinématographique ou TV maintenant? Alors voilà, donc quels sont aujourd'hui, puisque le Champs-Élysées Film Festival honore les films indépendants américains, quel est le cinéma aujourd'hui qui vous fait rêver? Quels sont les genres de films que vous aimez? Ça, c'était la première question. Je sais pas. Non, je suis désolé. Parce que... moi, je peux dire quelque chose. J'aime beaucoup le film que j'ai fait, c'est appelé Hunger Games. J'aime beaucoup le film qui a gagné le prix dans l'Oscar, La Séparation. Ça, c'est d'Iran. C'est vraiment un film fabuleux. Je suis un tout petit peu une pute parce que j'aime beaucoup les films, beaucoup plus que quelquefois ils méritent, mais je les aime beaucoup. Et la deuxième partie, voilà, la deuxième question était, aujourd'hui, quels sont vos projets? Quels sont les films dans lesquels on va vous découvrir? Bien sûr, il y a la suite de Hunger Games aussi. On fait Hunger Games dans le mois de septembre. Je suis en train de tourner à Milano le moment avec Giuseppe Tornatore et sa film Cinema Paradiso était ici sur le Champs-Élysées pour 10 ans. 10 ans dans un cinéma. Incroyable. C'était avec Jeffrey Rush, l'acteur. Il est formidable. Vraiment formidable. C'est un film indépendant qui est tellement intéressant. J'ai fait un petit western, ça c'est un autre film indépendant. Avec votre fils? Comment? Le western, c'est celui que vous allez tourner ou que vous avez tourné avec J'ai tourné dans le mois de décembre. Et je suis le projet que j'ai après Hunger Games. C'était un autre western, c'est appelé Redemption, que je dois faire avec mon fils Kiefer. Et ils sont tous indépendants, sauf Hunger Games. Hunger Games, c'est... Mais pas pour moi. Oui. Alors justement, quand même, dans Hunger Games, vous avez le rôle quand même de Coriolanus Snow. Et est-ce que justement, lorsqu'on pense à Klute, pour revenir à l'époque de Klute, où vous étiez contre la guerre du Vietnam, où vous avez fait des spectacles puis un film qui montrait votre acharnement à lutter contre cette guerre, est-ce que 45 ans après, justement à travers un film comme Hunger Games, est-ce qu'il n'y a pas le même message qui s'adresse aux jeunes en disant « mobilisez-vous » ne vous laissez pas faire... Absolument, oui, absolument. Ça c'est un film vraiment que j'espère
quand les 3 sont terminés, les 4 sont terminés, que peut être une catalyste pour le mouvement occupé dans les États-Unis. C'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire, parce que le rôle que je joue dans ce film, c'est vraiment comme Bashir non, il est vraiment un totalitarian, c'est le, comment on veut dire, oligarchie en français, c'est l'oligarchie de les gens avec le privilège. Et lui, c'est lui qui fait le contrôle. Il est vraiment intelligent comme un politicien, mais il n'a aucune qu'est-ce qu'il doit faire, il va faire. Et c'est comme ça dans les États-Unis. Maintenant, il est le 1% et le 99%. Lui, il est de la 1%. Question, le micro là-bas. Mesdames encore. Monsieur Sutherland, Yeah. je crois que tout le monde vous adore ici. On vous considère comme l'un des plus grands acteurs de ces dernières années. Je voudrais savoir si, à votre avis, on va tous disparaître un jour ou l'autre. Quand vous serez mort, qu'est-ce que vous pensez? Oh my goodness. Quand je suis mort? Non, ça c'est... Est-ce que vous pensez qu'on va se souvenir de vous comme d'un acteur qui jouait des rôles sympathiques ou des rôles horribles comme celui que vous jouez par exemple dans 1900? Est-ce que vous pensez qu'on va se souvenir de vous comme d'un acteur qui jouait des rôles sympathiques ou des rôles d'affreux? Moi, je crois qu'il est mort. Moi-même, j'ai eu beaucoup de sympathie pour tous les rôles que j'ai joués. Et les gens que j'ai joués, ils n'ont jamais pensé qu'ils sont méchants. Ils ont tous les gens pour une raison, mais ils sont... Moi, j'ai beaucoup aimé tous mes rôles. Comme ça, je ne peux pas dire les choses, ok. Il n'y a pas les gens mauvaises et les gens bons, les gens... Non, ils ne sont pas comme ça. Et moi, qu'est-ce que les gens disent quand je suis mort? Moi, ils disent qu'il est mort. Est-ce que je peux dire quelque chose? J'ai parlé avec Jane et Alan Pakula. Après, on a tourné cette scène finale. Et j'ai dit, mais moi, je crois qu'il va être ensemble. Les deux, Brie et John Cleese. Alan Pakula et Jane Fonda me regardaient comme j'ai été le plus bête. C'est impossible. Non, mais et même maintenant, quand je le regarde, ils sont vraiment... C'est un amour. Bon. D'ailleurs, vous disiez que vous aimiez tous vos personnages, mais est-ce qu'il y en a certains qui sont restés plus longtemps que d'autres en vous, après la fin d'un tournage? Est-ce qu'il y a des personnages auxquels vous avez eu du mal à dire au revoir? Bon, mais c'est ça. C'est vous qui dites ça. Qui dit ça? Non. C'est moi? Non. Est-ce qu'il y a parmi les personnages justement que vous Non. avez joués, Non. des personnages qui sont Non. restés en vous plus longtemps que d'autres? Non, ils sont tous là. Oh oui, ils sont tous là. Ils peuvent venir n'importe quoi. Non, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils ont beaucoup d'humour, hein. Et ils parlent avec moi tout le temps. Ouais. Je les aime. Et j'ai un petit problème avec le gars de Novecento. Mais, est-ce que je peux dire une histoire? Parce que est-ce que vous avez vu Novecento? Oui. Ok, parce que on a tourné 12 mois là. Et j'étais dans une grange. Juste après, j'ai tué le petit garçon. On a utilisé une... Qu'est-ce que c'est un watermelon? Pour sa tête. Poum. Et j'étais là avec Bernardo et avec un gars parce qu'on était à Parma. Ça c'est la ville de Verdi. Et il était en train, le gars
ancien, pas aussi vieux que moi maintenant, mais il est vieux de mon âge à ce moment. Et il a dit les histoires de Parma et de Verdi, et il a dit à Bernardo que une année, ils ont joué la Traviata à la Verdi Théâtre, à la Théâtre Verdi à Parme. Et le premier soir, il y a un médecin dans le troisième acte qui vient de le côté droit. Et il passe le chorus, et le chorus chante, oh, ici c'est le médecin, il va dire exactement comment elle est. Il a monté des escaliers là, il a vu elle a fait, et il a descendu les escaliers, et le chorus a chanté, comment elle est. Comment elle est. Et il a chanté, elle n'est pas mieux, mais elle n'est pas pire, mais elle est comme ça. Mais tous les notes sont mauvaises. Il n'a pas joué, il n'a pas chanté une bonne note. Et le jour après, dans le journal de Parme, tout ce qu'ils ont écrit, c'est pour cette carte, pour le médecin. Et cette soir, le mardi soir, c'était plein de théâtre. Et il est entré dans le troisième acte. Et il a marché, le chorus a dit, ah, viens, le médecin, il va dire exactement comment elle est. Il monte l'escalier et il descend. Et ils ont dit, docteur, médecin, comment elle est? Et il a vu le chorus, il a vu le peuple, et il a fait, yeah. Ils ont à bout, il était un héros, Le cinéma est plein des gens comme ça, les histoires comme ça, la vie comme ça, et on mange quelquefois assez bien. Non, c'est vrai, quelquefois c'est horrible, mais maintenant en Italie ce n'est pas bon. Comment est-ce que vous avez réagi quand votre fils a voulu être acteur? Et premièrement, je dois dire que moi, à l'âge de 17 ans, j'étais en Nouvelle-Écosse. J'ai jamais joué quelque chose de ma vie. Je suis habité dans une... rien, il y a 4 maisons. 4000 de la ville de 5000 personnes. Mais ça, c'est dans le 52. Et j'ai dit à mon père, qui est un gars qui a fait, il vend les choses. Et j'ai dit à lui que je veux être acteur. Et lui a dit, ok, mais vous avez besoin d'aller à l'université pour avoir quelque chose pour faire quand ça ne marche pas. J'ai dit, bon, ok. Et j'ai choisi l'université de Toronto et le théâtre. Et quand Kiefer a dit qu'il veut... il est venu habiter avec Francine et moi. Il a eu 16 ans, je crois. J'étais en train de jouer un film avec Marsha Mason et Jason Robards Jr. Et il y a un rôle de mon fils. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a presque rien à dire, mais simplement il doit être un athlète, il doit jouer le baseball. J'ai dit à la metteur en scène que mon fils veut l'argent. Et est-ce qu'il peut faire ce rôle c'est vraiment un rôle de figuration. Mais c'est le metteur en scène, c'est Herbert Ross, et il a dit, je dois faire une audition. Comme ça, Kiefer était dans son trailer, dans son bureau, pour au moins 1 heure. Et après, Herbert est venu, il a dit non, ça ne peut pas marcher. Il a donné le rôle à quelqu'un, mais c'est Kiefer. C'était une insulte. Il n'y a rien que je peux dire. La seule chose que je peux dire, c'est je cherche la vérité. C'est simplement ça. Et bonne chance, parce que c'est tellement difficile. Mais c'est comme ça. J'ai jamais dit non. J'ai dit non à Rogue. Parce qu'il a pensé d'être acteur. Et j'ai dit non, je ne crois pas. Non. Mais j'ai eu raison.
Mais il est fabuleux. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce que c'est mon fils qui est nommé après le metteur en scène de Nicholas Roeg, avec Julie Christie. Il fait la finance pour beaucoup des films indépendants. Il est fabuleux. D'ailleurs, tous vos fils ont des noms liés à des metteurs en scène ou des producteurs. Ouais. Même l'un, vous l'avez appelé d'après un documentariste français. Oh, Frédéric Rossif, oui. Et oui, oui, il a appelé un de ses fils Rossif en hommage à Frédéric Rossif. Tout à Non, fait. mais c'est parce qu'il était vraiment une amie de Francine et après une amie de moi. Et j'ai demandé à Frédéric si je pouvais nommer l'enfant, qu'elle était enceinte, si je pouvais le nommer Rossif, et il a dit oui. Nick Roeg, j'ai dit ça. Mais quand Roeg était né et on était dans le Château Marmont Hotel, Francine a dit Roeg, c'est comme Rogue, je ne peux pas utiliser ça. Et j'ai dit ok, on a décidé dans le nom Spencer. Et Nick Roeg est venu. L'enfant il a eu 3 jours peut-être. Il est venu avec un teddy, avec un nini, avec tous les cadeaux. Il a dit, oui mon gars. Et j'ai dit, Roeg, c'est Spencer. Et son nom n'est pas Spencer, son nom est Roeg. C'est fait. Et l'autre fils s'était appelé Redford parce que j'étais juste terminé ordinaire, le peuple comme tous les autres. Et Francine était avec Rossif pour aller dans une école, le kindergarten, comment vous appelez ça? Oui, à maternelle. Oui, maternelle. Et elle a eu le baby, Redford, dans ses bras. Et le maître, le teacher, le maîtresse, a demandé, oh, qu'est-ce que c'est le nom de ce petit enfant? Et Francine a dit Redford. Elle a dit, vous ne pouvez pas nommer un enfant Redford. Comme ça, son nom est Angus. Voilà. Non, il a été nommé après ma cousin, qui a été tué dans le 6 de juin à D-Day. Mais quand ma soeur était en train de mourir, un jour avant, elle est avec Francine et moi. Elle dit, il y a quelque chose que je veux vous dire. Et enfin, je dis, ok, je sais. Vous avez nommé Angus après votre cousin qui est tué à D-Day. J'ai dit oui. Elle dit non, ça c'est Louis. Angus est mort d'une crise cerveau, brain Voilà. Voilà. Non, mais... Ce n'est pas vraiment une conversation politique. Je suis désolé. Ça, on ne peut pas appeler un masterclass. Mais c'est une conversation. On a besoin d'enlever le C et la L, c'est un S. Il y a une question qui était là où le micro. Oui, madame. Bonsoir, Mr. Sadra. Oui. Je suis ravie d'être là en face de vous parce que vous êtes entré dans ma vie, dans mon salon, pas tous les soirs, mais toutes les semaines avec MASH. MASH m'a marqué. Pas à la télévision, le film. Non, à la télévision. À la télévision, c'était une amie de moi, Alan Alda. Et il est pas ici. Non, mais c'est parce que... Non, parce que, est-ce que je veux dire que... Non, jamais moi. Mais j'étais dans une présentation avant le reine-mère, Queen Mother, le reine-mère, avec Prince Philip dans l'Angleterre, une royal première. Et à côté de moi, j'ai jamais rencontré le gars, c'était Alan Alda. Et il est un être le plus gentil, le plus sensible du monde. Il a fait comme ça à moi, et moi j'ai tourné comme ça parce qu'on ne peut pas bouger beaucoup avant le reine. Et il a dit à moi, merci pour ma vie. Et j'ai dit, bon, ok, oui, c'est ça. Parce qu'il a joué le rôle que j'ai joué. Oui, mais c'est incroyable parce que j'étais assez jeune à cette époque-là.
Et donc, évidemment, j'ai vu le film, mais vous m'avez marqué à un tel point que ça a effacé le reste, parce que c'est vrai que j'ai... Le film a été vu. Oui. Mais c'est vous. Ça, c'est la première fois que le mot fuck était utilisé dans le cinéma américain. Oui, parce que on a parlé plus tôt pour les rushs. Chaque jour après, on voit le film. Et John Chuck, qui a joué le rôle de le dentiste, on est en train de faire une bataille avec l'équipe de football. Et John Chuck a dit, OK, moi j'ai besoin de dire, I'm going to knock your block off. OK, pour les rushs, est-ce que je peux dire, I'm going to knock your fucking block off? Et il a dit oui. OK, c'est interdit, mais c'est OK pour les rushes. C'est quelque chose qui... Mais quand le film était prêt de faire le release, Captain Swope de Robert Downey Sr. était sorti, et c'était un film indépendant, underground, comme on dit. Oui. Ils ont utilisé le mot fuck, et c'est comme ça. Mais ça, c'est une petite histoire de film. Mais Madame. Vous m'avez beaucoup touché au début parce que ça fait 22 ans que je suis en France. Comme vous pouvez constater, je suis américaine. J'ai adopté la France comme mon pays avec mon mari, mes enfants. Donc ce que vous avez dit au début, ça m'a beaucoup touchée. Je pensais repartir, mais finalement je vais rester en France. Ça fait la moitié de ma vie. Donc ce que je voulais dire, enfin, je parle hyper vite en français pour un anglophone, c'est pas juste. I'm American. I don't know if you understood that, but I'm Canadian. Do you understand that? No, your compliment to France was wonderful. Non, mais c'est Paul Krugman, hein, No. de la New York Times. Mais c'est vrai. Mais mon avocat, une femme formidable, j'ai dit, c'est fantastique en France. Elle dit, non, on ne peut pas faire le shopping. On ne peut pas faire le shopping le dimanche. Et j'ai dit, non, on ne peut pas faire le shopping le dimanche. It's very nice that you said that. But my question was to follow up on what you were talking about with MASH. I was 3 when this movie was made, and I'm discovering it for the first time. And despite the 60s, despite free love, despite everything that was going on in the world at that time in '71, I have the feeling that this film was somewhat controversial. I mean, no, it wasn't. Wow, was it ever? Yes, because they have lesbians. You know, the United States Army banned it. You know, but I mean, then it got through. I was in Umag in Yugoslavia, filming a film called Kelly's Heroes with Clint Eastwood and Telly Savalas. J'ai eu un télégramme de mon agence dans l'hôtel là, qui a dit qu'ils ont fait un screening de MASH au San Francisco et que c'était une réception incroyable. Et ça, c'est le seul secret screening. Et quand David Brown et Richard Zanuck étaient à New York, parce que le film, il est ouvert dans un théâtre à New York le matin à 11h. Ça, c'est la seule ouverture de MASH. Et ils ont allé au cinéma pour voir si quelqu'un va aller dans le film. Quand ils ont arrivé à 10h45, il y a un cube 2 fois sur le bloc. 2 fois. C'est le word of mouth, comment vous dites ça? Incroyable. C'est vrai que MASH à l'époque a été, je crois que vous vouliez parler de Clout aussi. Oui. Ouais, vous avez parlé à propos de Clout ou MASH? Il y a Clout? Non. Bon, c'est un problème pour Jane au cause de tous les troupes pour la guerre de Vietnam. J'étais assez souvent avec elle et c'était difficile. C'était difficile. Mais elle a gagné l'Oscar et elle a fait un bon speech. Elle a dit merci. Il y a beaucoup de choses
que je peux dire, et je crois que le meilleur c'est merci. Et tout le monde dit ouf. Oui, madame. Madame Zéline. Pardon, je dois demander en anglais. But after working for so long with so many of the greatest directors, who's the director that impressed you the most? And what continues to keep you excited? What continues to keep you excited? Parle en français. Oh là là. Alors. Oh non, je peux faire une réponse. Ah oui. Elle me demandait qu'est-ce que c'est le metteur en scène qui fait la meilleure impression sur moi. Ben, je dois dire que c'est une famille. Et c'est la même question si quelqu'un a demandé à moi qui est l'enfant que vous avez qui fait la meilleure impression. Je ne peux pas dire. Parce que Jean Moreau a fait une biographie. Elle a dit qu'elle n'a jamais aimé quelqu'un. Et il y a beaucoup de gars qui disent pas moi. Et comme ça, on a toujours besoin de dire mais il y a. Moi, j'ai beaucoup aimé tout. Oui. J'ai dit, je suis peu. Mais vous avez un jour écrit une fan letter à Clint Eastwood après avoir vu le Outlaw Joseph Wells. Oui, avec bonne raison. Ouais. Mais oui, donc vous avez eu comme ça des metteurs en scène qui vous ont inspiré aussi. Ouais, parce que c'était, moi je le connais. Comme ça, ce n'est pas une lettre d'un étranger. J'ai dit qu'il a fait un film avec beaucoup d'humour. Qu'est-ce qu'il a fait avec Chief Dan George dans ce film? C'était formidable. Et j'ai beaucoup aimé. Et oui, j'ai écrit une lettre. J'ai dit, tu as très bien fait. Tu as bien fait. Il est formidable, Clint Eastwood. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez tourné avec lui après, bien des années après, Space Cowboys, par exemple. Oui. Il y a une question ici. Oui, question. Attendez. Alors là-haut à gauche. Dear Donald, thank you one more time for coming for this content. Je pense que je parle un peu vous français, donc c'est mieux si je demande en anglais. My first question is, what about critics? Did it help you during your acting career? Do you still get it sometimes? And did it stimulate you? Did it help you? Or otherwise? Critics? Yes, critics. Vous êtes une critique? Non. Ah bon, ok, je peux dire la vérité. Non. Rien. Non, je suis désolé, mais la meilleure chose, quand je fais le théâtre, ma femme, Francine Rosset, elle est toujours là, chaque soir. Elle vient après, et la même chose quand je fais un tableau. Elle est là, elle vient, elle dit, ok, ça c'est mieux ce soir, mais c'est mieux si vous faites ça demain. Et ça c'est fantastique, c'est fabuleux. C'est une relation, j'ai jamais eu cette relation avec un metteur en scène. C'était si souple, c'était si sensible, c'était généreux, c'était fabuleux. Mais ça, et une fois, j'ai fait un film, c'était appelé Nothing Personal. Comment vous appelez un brown paper bag? Oh, un sac de papier, okay. Tout simplement. Parce que moi, j'étais en train de faire quelque chose dans la maison et j'ai dit à Francine, va aller voir ça, parce que je crois que je suis vraiment bon. Peut-être que je suis un leading man. Et elle était dans le film. Et j'ai entendu qu'elle est revenue et je suis sorti de la chambre où j'ai travaillé. Et j'ai entré dans la cuisine pour la voir, pour demander comment elle. Et elle était là, avec un sac en papier sur sa tête. J'ai demandé aucune question. Merci. Mais elle a dit les réponses, non plus. Oui. Et la deuxième question, est-ce que vous avez d'autres passions que le cinéma? Donc, if you wouldn't do acting in your life, it wouldn't exist ever. What would you do in your life? Alors, est-ce que vous avez une autre passion que le cinéma dans votre vie?
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous passionne à J'espère. part le cinéma? Oui, beaucoup de choses. Par Beaucoup exemple. de choses. Beaucoup. Non, j'aime faire les tableaux, j'aime écrire. J'aime voir le baseball, ça c'est ridicule. Non, il a raison, Michael, c'est pour ça que j'ai rié, parce que quand je suis en France, dans l'époque des expos de Montréal, assez souvent, parce que j'ai eu le numéro de téléphone entre les gens qui font le play-by-play, comment vous appelez? Doublage. Non, pas le doublage. Il dit qu'est-ce qui se passe pour le baseball. Sur la radio, le commentaire. Mais j'ai eu le numéro de téléphone entre eux et la station de radio. Et comme ça, j'ai téléphoné ça. Et ici, dans le Place Bossos, j'étais dans une boîte téléphonique, entendre un baseball. Ça, c'est une passion, ça, c'est ridicule. Mais j'ai une vie de passion. Joseph Brodsky a dit, dans les années 88, il était en train de faire un discours avec les étudiants de Dartmouth. Et il a dit que c'est le vie doit être épouvantable parce que c'est la possession. Et Sitting Bull a dit à propos de les Anglais, les possessions sont une maladie avec eux. Mais il a dit, essayez d'être passionate, comment on dit ça? Passionné. Essayez d'être passionné. Laissez vos cours, les constellations, passion, tout ça. Et une remedy contre l'ennui, contre le boredom. Ouais, le meilleur remède contre l'ennui. Et c'est ça qui est mon cœur. C'est comme il a dit, quand je suis mort, moi je ne pense pas que je serai mort. Voilà. Alors moi, je vous demande vraiment d'applaudir Donald Sutherland qui dans quelques... Merci quand même. Bon manger.